Good vibe. On va reprendre les bonnes habitudes. Au début, j'ai commencé avec un peu de droit, en plus d'apprendre la création monétaire. It's true. Well, not a bullshit. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, abordons le sujet. C'est vrai. Défendre l'indéfendable. Et je Faut vous que disais c'est en guise des... de préambule que de dire défendre l'indéfendable suppose que l'on considère que par nature, une cause ou un être est indéfendable, ou qu'une idée est indéfendable. Et puisque nous parlons à de futurs avocats et que je suis ici en tant qu'avocat, est-ce qu'un avocat peut considérer que quelque chose est indéfendable? Je pense que non. Je pense que le devoir premier de l'avocat, c'est de défendre précisément ce que l'opinion, ce que le sentiment collectif considère comme indéfendable. Et pourquoi est-ce que le devoir de l'avocat est de défendre? C'est quoi est-ce que le devoir de l'avocat est de défendre? C'est que c'est précisément lorsque l'homme est rejeté, lorsque l'homme, en raison de son crime ou de sa pensée, est exclu, lorsque l'homme est mis au banc, lorsque l'homme est seul, que l'avocat a une raison d'être. Nous n'avons aucune légitimité, ou en tout cas aucune raison d'être, à défendre que des innocents. Et les innocents n'ont pas besoin du verbe de l'avocat, ni de ses ressources d'intelligence, bien que la justice, qui parfois manque de perspicacité, se méprend sur l'innocence des gens. Mais ce que j'essaie de vous dire en guise de préambule, c'est là où l'opinion est contraire, où le sentiment collectif est contraire, où l'on bannit, on exclut et on stigmatise, que l'avocat, comme avocat, commence à avoir une raison. La deuxième chose que je voudrais soutenir, c'est pourquoi est-ce que rien n'est indéfendable? Parce qu'il faut d'abord tenter de savoir ce qu'est une défense. Une défense, ce n'est pas une adhésion. Une défense, ce n'est pas ce par quoi on souscrit. Ce n'est pas ce par quoi on exalte le crime. Voyons à peu près ce que couvre une défense. Et là, il faut encore distinguer. Est-ce que je parle de la défense d'un homme? Est-ce que je parle de la défense d'une cause? Est-ce que je parle de la défense d'une idée? Est-ce qu'il faut soutenir qu'un homme est réductible aux idées qu'il professe, ou est-ce qu'il est autre? Voyons ça dans l'ordre 1. Un avocat qui défend, contrairement à l'opinion répandue, ne défend naturellement pas le crime. Il défend l'homme qui l'a commis. Il part de cette idée que l'homme n'est pas réductible au crime qu'il a commis. Il part de cette idée que l'homme n'est pas réductible au crime, que le crime est un moment de bascule dans la psyché d'un homme, et que cette bascule a même ses raisons explicables. Et donc l'avocat qui défend le criminel, bien sûr, n'exalte pas le crime, il dit simplement qu'il y a à tout acte criminel une part d'objectivité. J'ai tué, ça c'est le rôle du ministère public de le mettre en évidence et d'en rapporter la preuve, et un aspect subjectif. Pourquoi cet homme-là a tué? Est-ce une prédisposition génétique? Est-ce des circonstances particulières? Tout le thème de savoir pourquoi les hommes basculent, les hommes bien sûr, les hommes et les femmes, pourquoi est-ce que nous passons du bien au mal, est une vraie question. Elle est juridique, mais elle est surtout philosophique et morale. C'est très intéressant tout ça. Écoute ce qu'il va dire. Allez. Fonctionnez. Philosophique et morale. Ma thèse là-dessus, mais je serais prêt à soutenir une thèse inverse, parce que là aussi, c'est une des choses que je voudrais non pas vous enseigner, mais vous suggérer. Un avocat ne dit pas ce qu'il pense, ne pense pas ce qu'il dit, il dit ce qu'il veut faire penser. Il faut bien comprendre que la parole de l'avocat n'est pas d'exprimer son intériorité. Il y a parfois des coïncidences entre ce que l'avocat dit et ce qu'il pense. Il n'est pas non plus de croire inconditionnellement aux mots qui lui viennent. Il est de faire penser l'autre. La parole de l'avocat est oblative par nécessité et par essence. C'est vous faire penser. Ce que je pense n'a aucune importance. Et c'est au bout de ça que le grand Caliclès, qui est un présocratique, disait: il n'y a pas d'argument juste, il n'y a que des arguments forts. Et je vois bien
le problème moral que cela peut poser à vos âmes sensibles. Est-ce qu'un argument est juste parce qu'il est fort, ou est-ce qu'il est juste parce qu'il serait intrinsèquement juste? Et est-ce que de faire de la force, la justesse d'un argument, n'est pas quelque chose qui déroge à une juste sensibilité morale? Là-dessus, je vous donne mon opinion. Je ne crois pas à ce que pensent la plupart des modernes, c'est qu'un argument est juste lorsqu'il est d'un effet heureux. En d'autres termes, si l'effet de ma parole est pacifiante, conciliatrice, apaisante, alors mon argument est juste. Moi, je pense qu'il y a une intrinsèque, enfin, que l'argument peut être juste de manière intrinsèque, indépendamment de ses effets. Parce que si vous considérez que la justesse d'un argument tient uniquement aux effets heureux de son énoncé, alors vous voyez bien que vous dérogez à la vérité uniquement par la science des effets et non pas par l'art des causes. Voyons encore autre chose s'agissant de la défense. Intéressant. Quand j'étais jeune avocat, j'ai parfois accusé, en étant l'avocat de la partie civile, et quand j'ai un peu mûri, moins par choix, mais le hasard des dossiers. Gardez à l'esprit que l'on n'est pas exactement l'avocat que l'on pense vouloir être. Les circonstances nous forment, les mandats nous forment, les causes nous forgent. Et c'est ainsi qu'il y a parfois un glissement chez l'avocat de la défense entre la défense de l'accusé, qui est la noblesse de l'avocat, et la défense de la victime, qui est un rôle essentiel de l'avocat, mais qui n'est pas son essence véritable. Alors revenons-en à la défense. Une défense, c'est tout d'abord dire c'est un homme qui a commis le crime. Et cet homme a une constitution psychique à laquelle il faut peut-être s'atteindre. Aujourd'hui, les avocats qui parfois me consultent et qui me disent comment devient-on un grand avocat, je commence par dire que je le sais que par oui dire, mais après cette modestie affichée, je leur dis il faut lire. Il faut être familier des arts, des lettres, de la psychologie. Et puis, bien sûr, lire les jurispresseurs et la jurisprudence du tribunal fédéral. Bien que sur la jurisprudence du tribunal fédéral, j'ai quelques réserves, c'est une prose qui assèche l'âme, qui fait tarir l'imagination, elle est abominable de manque de poésie. Or, je pense que ce qui fait rêver et penser les hommes, ça reste la poésie. En vous rappelant l'étymologie de poésie, qui en grec veut dire à la fois la poésie, c'est-à-dire le chant, mais poème veut dire faire. Être poétique, c'est faire. Être poétique, c'est agir. J'ai de comparables amis. Million in the A's. Vous sombrez dans une atonie de l'intelligence. Tout ce qu'il peut y avoir de vibrant, de palpitant, d'exorbitant en vous, de sensuel, parce que l'intelligence est un hédonisme. Tout ça tarit misérablement. À vrai dire, si vous êtes victime de vos sens, si vous n'arrivez plus à maîtriser votre libido, mon conseil, lisez la jurisprudence du tribunal fédéral. On revient à la défense. Défendre donc, c'est dire c'est un homme qui agit. Ce n'est pas une abstraction, c'est un homme qui agit. Pour éviter cette pensée-là, New feeling. voilà que son esprit se Beltibog. Vagabondage time. Pourquoi est-ce qu'un homme est fait? Qu'est-ce qu'il a constitué? Quelle histoire singulière? Quel passé? Quelle rencontre? Quelle lecture ont fait cet homme? Et puis quel est l'événement singulier qui peut ne pas avoir une portée universelle pour chacun d'entre nous, qui fait que cet homme, à un certain moment, se dérègle? Et c'est ça l'histoire qu'un avocat doit raconter à ses juges. Ce qui fait qu'à un certain moment, un homme bascule. Il y a un livre d'un très cher ami qui est Jean-Denis Bredin, qui est académicien, avocat, qui, je crois, s'appelle La Tâche. Et c'est une série de nouvelles autour de ce thème, l'homme bascule. Et pourquoi La Tâche? Parce que la première de ces nouvelles
est l'histoire d'un professeur d'université qui s'apprête à faire son dernier cours, son cours ultime. Et il a l'ambition de marquer l'histoire, il a l'ambition que cette tâche n'apparaisse pas aux yeux de qui l'écoute, pour éviter des réflexions. Voilà une femme qui ne s'occupe pas bien de lui, ou voilà un homme négligé, ou voilà un écologiste qui croit que... Bon, peu importe. Pour éviter cette pensée-là, voilà que son esprit se dérègle, que tout ce qu'il avait préparé avec méthode, avec talent et profondeur, est terrassé par cette obsession ou par la pensée subalterne de l'apparence qu'il donne. Et voilà que ce cours final, qui devait être un cours triomphal, finit sous les sifflements de tous, plus grave que les quelques-uns que j'ai entendus tout à l'heure, parce que j'ai l'oreille fine. Alors, cette histoire pour vous dire quoi? Que la raison pour laquelle on bascule est une raison souvent totalement insignifiante. Là, il va bien t'expliquer alors. Écoutez bien, mais clappe-le. Alors, pour vous dire quoi? Que la raison pour laquelle on bascule est une raison souvent totalement insignifiante. C'est moins ce qu'on ressent que ce qu'on pense que l'autre va percevoir. Ce qui nous fait basculer, souvent, de la normalité, de l'intégrité au crime, c'est le regard de l'autre, voire la représentation qu'on se fait du regard de l'autre. Et si on explique ça au juge, bien sûr, ce n'est pas un motif d'exculpation, mais ça permet de tempérer, de mettre en perspective, de rendre plus équitable et donc plus juste la sentence qui est d'un jour prononcée. Ça, c'est pour l'homme qu'il faut défendre. Et mon postulat, et là, ma conviction profonde, tous les hommes, et surtout les plus haïssables, doivent être défendus. Parce qu'aucun homme n'est réductible à sa part de scélératesse. Tout homme est aussi autre chose. Et ça, c'est une chose qui me frappait beaucoup quand j'étais jeune avocat et que j'allais voir des hommes en prison. Comme tout le monde, j'étais calmement indigné par le crime. Et le hasard voulait que je fusse désigné d'office, ou parfois choisi, par un criminel. Savez-vous mon expérience? Quand j'entrais dans sa cellule, c'est de à quel point c'est être abject, ce criminel, qui méritait assurément la pendaison, me ressemblait. Il était capable de regard. Il était capable d'espérance. Il était capable parfois de raisonnement. Il avait des amours. Il avait des tristesses. Il avait donc un cœur. Il avait même parfois un foisonnement des neurones. Et je me disais, je suis arrivé ici, lourd de mépris et de rejet, faisant simplement mon devoir, et je suis sidéré de voir à quel point l'homme ignoble ressemble à l'homme intègre. La part de ressemblance, ce que nous avons en commun avec les ordures, est si grand, si grand. Ce qui nous permet de soutenir et de défendre que l'homme n'est pas exclu est si grand, si grand. Ce qui nous permet de soutenir et de défendre que l'homme n'est pas exclusivement cette part de nuit, cette part sombre, cette part haïssable. Il a en coexistence douloureuse une part de lumière en chacun d'entre nous. Voilà le postulat de la défense s'agissant de l'art. On est complet. Le postulat... Ouais. Jason Patterson et Bruce Lee nous ont expliqué que Carl Jung aussi a parlé du concept de l'ombre, du personnage de l'ombre, Yin Yang. Voilà, on a tous quelque chose en nous. On doit vivre équilibré. Voilà. C'est good vibes. Living in peace with my inner monster. Ce qui nous permet de soutenir et de défendre que l'homme n'est pas exclusivement cette part de nuit,
cette part sombre, cette part haïssable, il a en coexistence douloureuse une part de lumière en chacun d'entre nous. Voilà le postulat de la défense s'agissant de l'art. Voyons maintenant le postulat de la défense s'agissant d'une cause. Ça, c'est différent. La même chose. On peut, en défendant un homme, défendre une cause. Mais avant de vous parler de la défense d'une cause, commençons pour vous dire les moments de coïncidence entre la défense d'un homme et d'une cause. Et là, je vais en appeler à mon ami Vergès, qui était un immense avocat, décédé il y a 5 ou 6 ans, qui a inventé ou théorisé ce qu'on appelle le procès de rupture. Le procès de rupture, c'est quand vous contestez la légitimité des juges à vous juger. Le procès de rupture, c'est quand vous contestez la légitimité des juges à vous juger. Ce n'est pas le procès qui a pour but d'obtenir la clémence pour la personne jugée, mais de défendre, par le truchement de la personne jugée, une cause qui va bien au-delà de la singularité de l'accusé pour toucher à l'universel. Je vous donne un exemple. Vergès a défendu notamment Barbie. Alors, bien sûr, nous serions nombreux ici, dans un premier mouvement, à dire « mais Barbie est indéfendable. Comment peut-on défendre Barbie ?» Vergès fait le choix du procès de rupture. Il sait que, quoi qu'il advienne du verdict, Barbie mourra en prison. Et il mourra en prison. Donc, au fond, le sort de Barbie n'est plus un sujet. Il est déjà scellé. Il est emprisonné, il ne peut pas échapper à une perpétuité, il avait 70 ans, peut-être, il mourra en prison. Donc lui n'est plus en jeu. Et si l'homme que l'on défend n'est plus en jeu, qu'est-ce qui reste à jouer, noblement dit? La cause. Et quelle était la cause de Vergès ce jour-là? C'était de dire, vous qui jugez, avez été des tortionnaires. Vous qui jugez, avez été des hommes de violence. Et il a fait tout l'historique qui va des croisades à la colonisation, donc un historique de gauche aujourd'hui bien pensante, pour dire, vous n'êtes pas des juges parce que vous avez été des bourreaux. Et donc je dénie votre aptitude à être juge. Vous n'êtes pas des juges parce que vous avez été des bourreaux. Et donc je dénie votre aptitude à être juge. Vous voyez bien, la défense d'un homme cesse d'être la défense d'un homme pour devenir la défense d'une cause. Une cause qui n'est pas rattachée à l'homme, mais qui est rattachée à ceux qui le jugent. La défense de Carlos, grand terroriste. Là aussi, Vergès fait le choix de le défendre. Il était tout à fait certain que Carlos ne sortirait, sous réserve d'évasion, jamais de prison. Alors pourquoi le défendre? Pourquoi défendre l'indéfendable, puisque le but de la défense serait à première vue la clémence de la sanction? Mais parce que défendre Carlos, c'était idéologiquement défendre toute une tendance de ce temps-là, qui avait commencé avec l'action directe, la bande à Bader, etc., anticapitaliste. Aujourd'hui, être anticapitaliste est réputé presque normal et une signature incertaine de l'intelligence. Mais il fut un temps où d'être anticapitaliste était une révolution. Et donc, Vergès, plaidant pour Carlos, qui avait fait sauter certainement quelques banques, très gilets jaunes, mais il avait fait sauter aussi quelques têtes, décapité quelques grands capitaines d'industrie, défendant Carlos, il ne défendait pas le sort de Carlos, dont on savait qu'il était scellé, puisque ça serait la prison, il défendait une idéologie, la justesse d'être anticapitaliste et de s'en prendre par la violence extrême à ses symboles. De la défense de l'homme. Je vous ai ensuite parlé de la défense d'une cause en prenant prétexte d'un homme, le fameux procès de rupture. Parlons maintenant de la défense d'une cause sans homme, une cause non incarnée, c'est-à-dire la défense... Je ne vais pas tout mettre, hein. Ça c'était la première partie. Là, j'aimerais suggérer à vos intelligences vives quelques réflexions. Comme il faut, je vais mettre les La BH en première, c'est de bas. faire une distinction entre Les bails de l'idée lien. et la conviction. L'idée est mouvement.
Vous êtes, grâce à Dieu, à vos parents et à l'Université de Fribourg, vous êtes des intellectuels. C'est très important d'être intellectuel. C'est très important d'être intellectuel. C'est majeur d'être intellectuel. Un intellectuel, c'est celui non seulement qui interroge, mais surtout qui interroge les réponses qu'il se donne. Le propre de l'intellectuel est d'être dans le monde de l'idée, c'est-à-dire interroger le monde, interroger le silence de Dieu, interroger le rapport aux autres, interroger l'autre, mais surtout interroger les réponses qu'il y a. Le propre de l'intellectuel, être dans le mouvement de l'intelligence et être perpétuellement dans le doute, qui naît avec Pyrrhon, qui se continue avec Éphémère et que l'on peut conduire jusqu'à Montaigne et à son fameux « que sais-je ». Donc, ma suggestion, si je veux être un peu didactique, à vous jeunes gens, courage à vous dire, pratiquez l'intelligence comme un art supérieur. Pratiquez l'intelligence comme un art supérieur du doute. L'intelligence doit perpétuellement suspendre son jugement. Les pochettes dont parlaient les anciens, suspendre son jugement. Et lorsque l'intelligence s'arrête, alors nous basculons dans la conviction. La conviction est un point d'arrêt de l'intelligence. La conviction, c'est l'intelligence qui se fatigue ou qui s'essouffle ou qui n'a plus de ressources. Ah bon? Pourquoi vous dites ça en guise de préambule? Parce que je l'ai abordé, le défendre une cause. Défendre une cause, c'est défendre une conviction. Ouais, en même temps, c'est vrai. C'est donc déjà la négation de l'intelligence. Il a raison, il a raison. Ce que je suppose, je présuppose, c'est que l'intelligence, par nature, ne peut pas et ne doit pas conclure si elle veut rester ce qu'elle est par essence, interrogation et interrogation. Je présuppose, c'est que l'intelligence, par nature, ne peut pas et ne doit pas conclure si elle veut rester ce qu'elle est par essence, interrogation et interrogation des réponses qu'elle se donne. Mais tout d'un coup, l'intelligence, c'est très inconfortable. Là aussi, je dis ça uniquement parce que j'ai lu des livres. C'est une incroyable solitude. Une incroyable solitude. C'est vrai. Et un mouvement perpétuel, jusqu'au vertige. Donc je comprends qu'à un certain moment, les hommes se disent « je veux cesser de penser mes réponses, je veux croire ». Et ils basculent dans la conviction. La conviction, c'est l'intelligence à l'arrêt. Mais c'est une nécessité de vie. L'intelligence et son mouvement est une nécessité de l'essence de l'être. Bon, la suite, je vais est une nécessité m'organiser pour autres